Aussi, ce que j'ai appris avec toutes ces boîtes, c'est qu'on pense toujours que sa boîte actuelle est la boîte de sa vie et que c'est incroyable et c'est génial. On croit au pouvoir de la culture entreprise. C'est aujourd'hui la colonne vertébrale de votre boîte. Ne vous demandez pas si vous en avez une ou pas. Tout le monde en a une. Il faut juste voir sur une jauge entre 0 à 100 sur vous êtes à quel niveau. Est-ce que vous êtes à 1%, 2%, 10%. Mais vous en avez une. Elle existe, elle est là. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, but not wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. So more for the doers by doers. Unstoppable with shine. Salut les Doers, ce soir on reçoit un invité de qualité exceptionnelle, Olivier Ramel pour un Doers Talk, une demi-heure de grosse value et quelques petites questions. Je te laisse checker ça tout de suite, mais juste avant, je voudrais remercier notre partenaire du jour, Shine, le compte pro pour les entrepreneurs et les entrepreneuses, les Doers comme nous. Shine, tu les connais sûrement déjà, ils ont réconcilié plus de 100 000 entrepreneurs avec l'administratif et le compte en ligne. Avec Shine, tu vas pouvoir te libérer un maximum de temps et te consacrer à l'essentiel qui est ton business. Tu n'auras plus rien à gérer sur la partie bancaire et comptable. Shine s'occupe de tout pour toi. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est ultra simple et tu as beaucoup de chance car ce grand BG juste ici a négocié pour toi 3 mois offerts sur ton inscription. Donc merci à Shine, Juliette et Nico qui nous soutiennent sur tous ces formats sur le média depuis plusieurs mois. Je te laisse kiffer avec l'invité du jour, Olivier Ramel, qui va te partager énormément de conseils sur la culture d'entreprise. Ça n'aura plus aucun secret pour toi à la fin de cette vidéo. Moi je m'appelle Olivier Ramel, j'ai 31 ans, je suis originaire de banlieue parisienne dans le 92. Je suis aujourd'hui donc le fondateur et CEO de Kimono, dont on va un peu parler aujourd'hui, mais c'est pas le but. Le but c'est de parler de culture, vous allez voir c'est très lié. J'ai donc 31 ans, mais j'ai monté plus de 6 boîtes aujourd'hui. J'ai commencé assez tôt, vers 18-19 ans, donc j'ai enchaîné les aventures. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter et je pense que, en tout cas, j'espère faire ça toute ma vie. Aussi, ce que j'ai appris avec toutes ces boîtes, c'est qu'on pense toujours que sa boîte actuelle est la boîte de sa vie et que c'est incroyable et c'est génial, ça s'appelle la passion, mais que parfois, c'est juste un escalier de projet et on continue sur d'autres boîtes. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses dans différentes industries. J'investis depuis 2-3 ans maintenant, donc j'ai passé le cap symbolique des 25 boîtes, tout type industrie. J'ai pas de thèse particulière, fit avec le projet, fit avec les personnes et le kiff avant tout, toujours. Paddle player, très important. Qui joue au paddle ici? 2, bien, 3. J'aime. Donc je joue au paddle depuis 2 ans, j'ai monté une ligue, une marque qui s'appelle Blue Athletics et je suis devenu complètement addict à ce sport. Donc je fais plein de choses, c'est pas encore une entreprise, mais je pense que ça le deviendra très vite. Et passionné de la vie, j'aime bien me présenter comme ça puisque très tôt je me suis posé des questions existentielles, c'est quoi le bonheur, c'est quoi la vie, qu'est-ce que je veux faire demain? Et j'en suis venu à avoir beaucoup de gens malheureux autour de moi ou des gens qui travaillent beaucoup et des gens angoissés, etc. Et je me suis dit, mais en fait, là je traverse, je peux mourir et fin de l'histoire. Donc comment on fait pour profiter tous les jours au quotidien le plus apaisé possible, donc sans être anxieux ou stressé. Et je me suis créé une sorte de petite méthode. J'en ai parlé dans un TED Talk que j'ai fait début septembre. C'est dispo sur YouTube, TED Talk Olivier. Et j'explique ma méthode sur comment faire de sa vie sa plus belle expérience avec des piliers, etc. Voilà. Et donc du coup, je me définis comme ça parce que je suis très curieux, très ouvert et j'essaye de profiter tous les jours. Ça peut paraître un peu bateau, mais ça fonctionne et surtout dans l'entrepreneuriat, ça permet aussi de passer des étapes difficiles où, comme on sait, il y a beaucoup de tempêtes et c'est un peu intense. Ça permet de le vivre avec le sourire et de passer des next steps. Donc voilà pour cette petite intro. Donc rapidement, aujourd'hui, comment la question c'était comment créer une culture forte, c'est ça? Et ça tombe bien parce qu'avec Kimono, c'est notre métier. Donc maximum d'exemples. On se positionne donc Kimono comme des culture designers. Donc c'est un terme qu'on a inventé. Donc c'est une boîte que j'ai montée il y a 6 ans maintenant. Et au début, on était vus un peu comme des ovnis puisque aujourd'hui tout le monde en entend parler. Il y a des talks sur ce sujet, à l'époque 0. Et notre métier, c'est donc vous voyez pas, mais c'est de designer donc la culture des boîtes avec pas mal de produits. On a 4 métiers. Le premier, c'est de faire des vêtements et des objets personnalisés. Donc on a dépoussiéré l'univers du textile B2B, publicitaire, goodies qu'on connaît tous. Donc on a été connus par ça. Deuxième métier, ça a été de faire, après avoir habillé les équipes, c'est d'habiller les murs. Donc on a une partie d'aménagement d'espaces de bureau. Donc aujourd'hui, des espaces comme l'Emlist, c'est pas nous qui l'avons fait, mais on aurait pu le faire, de faire des travaux, redesigner les espaces, etc. Puisque votre culture, c'est aussi votre environnement de travail. Pas que, puisqu'on peut avoir une culture forte en télétravail, en remote, etc. Et on en parlera après. Une mission de conseil en culture, où aujourd'hui on accompagne les dirigeants sur comment scanner, mesurer ta culture, la transformer, la transmettre, la rendre actionnable au quotidien avec une méthode très claire, puisque
pour la plupart, pour ceux qui se situent entre 4 et 7, c'est peut-être flou, c'est peut-être bullshit. Nous, on a réussi à contrer ça et de le rendre réel, concret et de vous prouver que c'est un levier de succès d'une boîte. Donc voilà, c'est ce qu'on fait avec cette mission de conseil. On accompagne les dirigeants, autant des grandes boîtes que des petites boîtes. Et le dernier métier, qui est sorti en 2021, c'est la partie événementielle, puisque sa culture, faut la faire vivre. Donc du coup, on organise des séminaires, des team building, des off-site. Donc on concurrence toutes les agences event qui étaient présentes, sauf que nous, on les aborde toujours avec le sujet culture. Et on essaye d'expliquer que c'est pas juste une dépense, c'est un investissement et qu'on part de la culture pour justement y répondre. Ça, c'est nos 4 métiers, donc We are Culture Designer. Et donc du coup, waouh, c'est très violent cet écran. Donc du coup, nous, rapidement, on croit au pouvoir de la culture entreprise. C'est aujourd'hui la colonne vertébrale de votre boîte. Et si vous vous demandez quand il faut travailler sa culture, c'était hier. Alors après, c'est pas grave, il n'y a pas de stress, mais il faut comprendre que c'est pas... Moi, souvent, on me dit « Ouais, mais j'ai pas le temps de la travailler. » Et en fait, c'est comme votre business. Vous avez le temps de démarcher, vous avez le temps de faire du chiffre, vous avez le temps de communiquer ou de faire un peu de marketing. Ça doit faire partie de vos piliers principaux. Et qu'on soit au début, qu'on soit tout seul ou qu'on soit en cours de route, il faut travailler sa culture, ça c'est évident et c'est important. Donc aujourd'hui on pense que on a un terme qu'on aime bien, qu'on dit culture to cash. Aujourd'hui c'est prouvé que ta culture a un impact direct sur tes chiffres, sur ta croissance, sur ta rentabilité, etc. Et on verra juste après. Donc notre vision, je l'ai dit un peu et je passe rapide, c'est justement de faire rayonner la culture des plus belles entreprises et de se positionner comme ce partenaire clé, comme Havas ou Publicis aurait pu le fait pour la pub, la com. Nous c'est pareil, on devient un peu cet agent secret de la culture pour tout type de boîte. Et du coup je vous ai déjà présenté en fait les métiers, donc c'est parfait, vêtements, bureaux, conseil en culture, Kimono Life qui est la partie événementielle et Kimono House qui est la prochaine que vous allez voir ces prochains mois, qui va être, on aime bien dépoussiérer les industries existantes. Je sais pas si vous connaissez Château Forme, donc c'est des lieux pour faire des séminaires à la campagne ou ailleurs. Et nous on va donc du coup ouvrir des lieux, pareil pour faire des séminaires, mais en dépoussiérant et en faisant mieux dans l'expérience et dans le design et dans les infrastructures, puisque je ne sais pas si vous avez déjà loué des maisons ou des lieux pour travailler en équipe, mais il manque toujours la prise au mauvais endroit, c'est pas vraiment fait pour bosser. Là on crée des biens qui vont être parfaits, donc ça va être un peu le temple de la culture et c'est un peu mon projet pas de rêve, mais ça faisait 4 ans que je voulais le faire et aujourd'hui on est en train de le faire, donc vous allez en entendre parler. Voilà pour Kimono. Rapide. Donc si vous êtes là et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que tout le monde parle de culture, il y a une certaine hype qu'on remarque depuis 1 an et demi, 2 ans et il y a beaucoup de choses qui sont dites soit juste pour la hype mais c'est pas fondé et c'est pas très concret, donc on voit beaucoup de gens qui parlent de culture pour parler de culture mais on n'y apprend rien. Et donc nous on essaye d'avoir depuis day one, d'avoir ce rôle d'ambassadeur, ce rôle de porte-parole et de prôner le sujet de culture d'entreprise. Le but c'est de vous prouver tout ça. Petit jeu pour commencer. Donc je vais vous montrer une série d'images. Il y en a 5 qui vont se suivre. Et votre but, c'est de trouver le point commun. Quel est le point commun entre toutes ces images? Donc la première, c'est un mot ou plusieurs mots, on ne sait pas, mais il y a un point commun. Première image, c'est un gang du coup de motards aux États-Unis assez connu. Donc première image. Deuxième, un club de supporters irlandais. Alors on m'a dit le Mexique la dernière fois, mais c'est bien Irlande. J'ai un problème de couleur. Groupe de supporters de foot. Ensuite, un gang américain, qui sont les Crips, je crois, ouais, c'est ça. Ensuite, groupe de hip-hop NWA, si vous n'avez pas vu le film Straight Outta Compton, c'est très stylé. Et dernière photo, les Jabbawockeez, qui sont un groupe de danse qui était connu à une époque, qui sont peut-être un peu moins aujourd'hui, mais voilà. Du coup, quel est le point commun entre toutes ces images? Ouais, mais c'est pas ça. Non. Ouais, il manque un mot, mais ça joue. Non. C'est très chaud, vous êtes très chaud, mais il manque un mot. Non. Ouais. Il a trouvé, bravo. J'ai l'impression d'être un jeu. Il a trouvé, lui, juste en bas, le sentiment d'appartenance. Donc vous y étiez en vrai, mais c'est... du coup, en fait, il faut comprendre que la culture, elle part en premier d'un sentiment d'appartenance. Donc pour comprendre le principe de culture et pour un peu le démocratiser, tout le monde a une culture et il y a plusieurs cultures. Dans le sens, on est français, en tout cas pour la plupart ici, et on connaît la culture française.
On parle de gastronomie, on parle d'art, de mode, on parle de comment on se présente à l'étranger. On n'est pas toujours les bienvenus, mais en tout cas, on a une culture, la culture française. On a étudié la culture à l'école, dans l'histoire, etc. Dans votre famille, il y a une culture. Dans votre groupe de potes, dans un club de sport, on avait vu dans un club de sport, c'est le meilleur parallèle puisqu'il y a des codes, il y a des valeurs, il y a des symboles, il y a un slogan, etc. Et du coup, il faut vous dire que déjà, tout le monde a une culture, mais 2, ça commence par créer ce sentiment d'appartenance. Et c'est un gros mot dans le sens où ça paraît facile, etc. Mais c'est plein de petites actions qui vont justement vous faire appartenir à une communauté. Donc quand vous avez compris que déjà, votre culture, ça va être déjà d'insuffler un sentiment d'appartenance à ma boîte, à mon projet, déjà, vous avez fait une bonne première étape. Donc, on pense que tous ces éléments qui sont juste ici, c'est ce qui nous permet de créer une culture forte. Donc, aujourd'hui, on pense que les meilleures entreprises, en fait, la culture répond à des problèmes concrets. Le premier, on dit toujours, il n'y a pas de bons produits, il n'y a pas de bons services, il n'y a qu'une bonne équipe. Et donc, du coup, un des premiers points, c'est de dire, on a besoin d'attirer les meilleurs et on a besoin de les retenir. On sait que notre génération, en tout cas, et même la nouvelle qui arrive, sont assez génération zapping. On a envie de passer à autre chose, on se lasse rapidement, on est attiré, on pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, etc. Donc comment, 1, t'attires, et 2, tu fidélises. Comment tu gardes tes talents. Donc la culture y répond. Ensuite, la culture, elle répond au fait de prendre soin de ses équipes. On parle beaucoup du sujet de santé mentale en ce moment, mais c'est une évidence. Il faut prendre soin de ses équipes mentalement et physiquement. On a besoin, on l'a dit, elles ont besoin de créer ce sentiment d'appartenance. Elles ont besoin de garder leurs équipes motivées, épanouis, etc. Puisque des gens motivés sont bien évidemment plus efficaces et productifs. Et faut pas la jouer, faut pas manipuler dans le sens je vais te garder motivé juste pour que tu fasses plus de chiffres. Mais c'est de base, des gens qui sont heureux et fiers d'être là seront plus efficaces. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a un lien évident avec les résultats, c'est que la culture permet tout ça et donc du coup forcément on va plus vite et plus fort. Et bien évidemment, ce qu'on appelle les meilleures entreprises, en fait c'est un gros mot aussi pour dire que toutes les entreprises qui ont compris que la culture est un levier différenciant, pour nous, c'est ce qu'on appelle les meilleures. Et donc, du coup, elles ont besoin d'aligner leurs équipes autour d'une même vision, de valeurs communes, etc. Et quand vous répondez à tout ça, si vous êtes capable de dire « je suis OK sur tous ces points », techniquement, c'est que vous avez une culture forte et que vous répondez à beaucoup de problèmes. Des petites punchlines autour de la culture. On avait le VP de Spotify qui disait « si la vision est là où vous allez, la culture, c'est comment vous y arrivez, comment vous réussirez tout ça ». La numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, qui parlait du fameux Culture Book. Donc le Culture Book, c'est un des livrables de la culture qui va rendre concret un peu la culture dans le sens où c'est un peu la Bible de la boîte. Et pareil, on va y revenir juste après, qui dit le Culture Book de Netflix, c'est le document le plus important jamais sorti dans la Silicon Valley. Il est disponible publiquement sur Google si vous le tapez. Il est très long, mais il y a une synthèse qui existe. Et voilà, ça montre un bon exemple et tout le monde peut faire son propre Culture Book. Et pour prendre une boîte française, le CEO d'Alan qui nous disait que voilà, la culture a un impact direct sur la façon dont nous construisons notre plateforme. Cela se traduit dans notre approche et nos méthodes de travail. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la culture d'Alan, mais ils documentent beaucoup de choses, ils ont sorti un livre et ils sont très clivants dans leur manière et dans leur approche de bosser, mais ce qui fait que la culture est forte. Donc on l'a dit, la culture existe depuis que les entreprises existent, donc ne vous demandez pas si vous en avez une ou pas, tout le monde en a une. Il faut juste voir sur une jauge entre 0 à 100 sur vous êtes à quel niveau, est-ce que vous êtes à 1%, 2%, 10%, mais vous en avez une, elle existe, elle est là. Et le plus important c'est de la comprendre et je vais essayer de vous expliquer avec une méthode qu'on a redéfinie la culture qui vous aide à la travailler justement et de faire en sorte que elle fonctionne. Elle est unique et authentique. Vous pouvez vous inspirer des copains, vous pouvez regarder, voir, mais à la fin, ce sera la vôtre et vous pouvez la customiser comme vous voulez. Donc avoir bien en tête qu'elle est forcément unique et authentique, donc il n'y a pas de copycat, il n'y a pas de recette magique qui existe, ce sera la vôtre. Il y a une définition, je suis sûr que si je vous demande à ceux il n'y en avait pas beaucoup, ceux qui étaient entre 7 et 10, c'est quoi la culture d'entreprise ? D'ailleurs, je ferais bien le test. Qui avait levé la main là, entre 7 et 10 ? Vous étiez 2 ou 3 ? Ok. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi la culture d'entreprise ? Ta définition, avec tes mots, peu importe. Moi, c'est partager les mêmes valeurs déjà et s'entourer des gens qui rayonnent ça en interne. Voilà, pour moi, c'est la base parce que tu peux acheter des compétences, mais si tu as des super compétences, des gens qui sont très forts dans ce qu'ils font, mais ils ne partagent pas les mêmes valeurs que toi, on ne pourra pas travailler ensemble. Trop cool. Merci. Donc, c'est pas évident.
C'est une bonne remarque que tu fais, de présenter la culture avec les valeurs, parce que c'est pas que ça. Mais la définition de là, je vous ai mis la définition Wikipédia. Si vous la lisez ou si vous voyez pas au fond, je vous la lis. C'est un ensemble de critères et de rites à travers l'espace et le temps. C'est l'histoire de votre entreprise et c'est ce qui constitue son identité. On comprend toujours rien. C'est pas vraiment très clair. Et du coup, nous, avec cette expertise et ce sujet de dire on veut tout comprendre sur la culture et on veut prôner ça, on s'est dit mais concrètement qu'est-ce que c'est? Et donc du coup, nous on a redéfini et on l'a défini à notre sauce. Et du coup, on s'est dit avec cette définition, elle va être beaucoup plus concrète pour tout le monde. En tout cas, on l'espère, mais elle fonctionne. Donc du coup, en fait, on l'a défini en 4 piliers. Donc la culture, c'est 4 piliers. Déjà, dans votre tête, il y a 4 chiffres. Imaginez une maison, un immeuble ou peu importe, 4 socles fondateurs d'une culture. Vous avez 4 piliers. Le premier, et on va les passer en détail. Il y en a un, c'est la raison d'être, donc le pourquoi de l'entreprise, etc. Le deuxième, c'est le système de valeurs. Troisième, c'est l'identité. Et le quatrième, c'est les rituels. On va les voir un peu en détail. Voilà, on les a. Donc, la raison d'être, qu'est-ce que c'est? Donc, si on les travaille de manière pas chronologique, mais d'importance et de priorité, en premier, faut bosser sa raison d'être, puisque, comme on l'a dit, c'est le pourquoi de l'entreprise. Pourquoi vous vous levez tous les matins? Pourquoi vos équipes, surtout au-delà de vous, pourquoi vos équipes vous suivent? Pourquoi vos équipes se lèvent le lundi et est content de venir? Pourquoi vous apportez une réponse à un problème? À quoi vous servez, grosso modo? Et ce qui est important, c'est de vous dire, est-ce que si je pivote, je change de produit, je change de service, je suis fidèle à ma raison d'être? Ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'une raison d'être, elle doit être ultra inspirante, elle doit avoir une vision long terme pour que justement vous puissiez rester fidèle. Et si vous ne l'êtes plus, vous pouvez changer. Un point important, c'est qu'une culture, elle évolue dans le temps. Donc on n'est pas obligé de rester figé, elle est évolutive. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, le système de valeurs. Donc c'est les principes directeurs. Donc c'est ce qui va driver vos décisions, vos actions. Et pourquoi on dit système? Tu as parlé des valeurs tout à l'heure. La culture, certes, c'est des valeurs, mais si elles ne sont pas connectées ensemble et vous avez une valeur que vous voulez remplacer du jour au lendemain, ça veut dire que c'est pas très, c'est pas fake, mais c'est pas très fondé. Alors qu'un système, si on enlève un bout du système, tout s'écroule. Et c'est bon signe dans le sens, ça veut dire que votre système, soit il fonctionne pas, mais il est complémentaire. Et donc, vos valeurs, c'est ce qui va driver toutes vos décisions, vos choix de communiquer, votre manière de recruter, votre manière de vous comporter entre collègues, etc. Donc nous, on pense que c'est un système. Troisième, c'est l'identité. Donc l'identité, c'est, on y vient juste après, mais c'est la personnalité de l'entreprise. Donc c'est les symboles, c'est tout ce qui va être non pas que l'identité visuelle, mais votre identité. Encore une fois, manière de parler, manière de voir les choses, manière d'être, comment vous échangez avec vos clients, etc. Donc c'est vraiment l'influence émotionnelle de votre culture. Et le dernier, c'est les rituels. Donc c'est un peu l'addition des 3 premiers. C'est l'expérience. C'est comment rythmer. En fait, les rituels rythment la vie de la boîte. Il n'y a pas de niveau de priorité, mais le rituel est très important puisque c'est ce qui va rendre vivant votre culture. Et parfois, des petits rituels font qu'on ait une culture forte. Et on y vient juste après. Donc raison d'être, pour résumer un peu plus en détail, c'est le pourquoi de l'entreprise. Une raison d'être doit être simple, inspirante et différenciante. Et projection de long terme. Des exemples de raisons d'être de boîtes qu'on connaît tous, Netflix to entertain the world. Donc en fait, leur raison d'être, c'est de divertir le monde, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils nous divertissent à travers des vidéos, mais si demain, ils veulent lancer un parc d'attractions, ça pourrait fonctionner. Ils seraient fidèles à leur raison d'être, peu importe de la manière dont ils le font. Apple, making tools for the mind that advance humankind, qui est leur ancienne raison d'être des débuts. Donc elle est très prétentieuse, puisqu'ils disent qu'ils font des produits pour les humains avancés, un peu plus intelligents que les autres. Et c'était, quand on y pense, quand on voit les pubs d'Apple au début, que c'était que pour les designers, etc., c'était un peu, enfin, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que nous, mais ils ont essayé de rester fidèles là-dessus. Comment tu te sens quand tu as ton MacBook, tu as ton iPhone? Est-ce que ça joue sur nous? Je pense un peu. Ça, c'est leur raison d'être. Danone, bringing health through food as many people as possible. Ça, on sait que c'est faux. Et du coup, c'est important parce que pourquoi les grands groupes, on a perdu de la fidélité, pourquoi on n'y croit plus? C'est que justement, leur culture, elle est plus vraie, elle est plus authentique, elle est plus honnête, et même eux, c'est des chantiers difficiles. Donc c'est vrai que sûrement au début, ça l'a été, peut-être ils essayent, mais ils ont plus contrôlé. Donc il y a une notion d'évolution qui est importante à voir. Always, où c'est empowering women to live life without limit. Donc c'est très fort, c'est d'aider les femmes à se surpasser, etc. Donc c'est assez inspirant. Merci Andy, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une start-up qui fait de la cosmétique.
très sympa. Et donc du coup, c'est Make Ordinary Extraordinary. Ils font plein de produits de la salle de bain, du dentifrice, de la crème pour les mains, pour le visage, etc. Donc basique. Make Ordinary Extraordinary, puisqu'ils apportent toutes leurs recettes, leur magie, etc. Ça, c'est juste pour vous donner des exemples de raison d'être. Système de valeurs. Donc on l'a dit, principe directeur, les pierres angulaires, etc. Ça fonctionne. En fait, le fait de fonctionner en système garantit son efficacité. Donc elles doivent être nécessaires. Par exemple, bienveillance, responsabilité, respect ne sont pas des valeurs, en tout cas pour moi. Pour moi, c'est des valeurs de vie et de base. S'il n'y a pas ça dans votre entreprise, déjà il y a un problème, mais si on voit écrit au mur bienveillant, c'est pas une valeur d'être bienveillant, c'est normal dans le monde professionnel. Donc il faut aller plus loin, il faut qu'elle soit plus personnelle, et donc il faut qu'elle soit nécessaire, il faut qu'elle soit unique, et il faut qu'elle fonctionne ensemble comme on l'a dit, qu'elle soit complémentaire. Ça c'est ultra important. Je vous ai mis les nôtres, donc ça c'est notre système de valeurs. Et en fait aujourd'hui, ça nous drive tellement au quotidien qu'on l'insuffle tellement dès le recrutement, dans notre communication et dans notre manière de décider au quotidien, que c'est presque des private jokes, mais du coup ça montre que c'est ancré. Parce que aussi, ça je l'ai pas dit, mais comment créer une culture forte? Il faut, forcément la formaliser et la transmettre, mais il faut la répéter. Nous, on est culture designer, c'est notre sujet, et c'est pas pour autant qu'en fait, tous les lundis, je répète des messages aux équipes quand je fais des one-to-one et je glisse des messages. C'est comme ça qu'on imprègne dans la tête. Et donc, du coup, on a 5 votes. Je vais pas vous les faire toutes, mais si je prends juste la première, We are luminous. Et pour nous, donc c'est important qu'une valeur, elle soit justifiée. Vous pouvez tout dire, mais il faut savoir le justifier. Donc, nous, on a 3 phrases qui la justifient. C'est de dire, on a le pouvoir d'ensoleiller la journée de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous faites appel à Kimono ou vous nous rencontrez d'une manière ou d'une autre, on est des gens souriants, on est des gens lumineux et on essaye d'égayer tout le monde au téléphone, par mail, les livreurs qui rentrent dans le bureau. On essaye que ce soit pas leur même expérience que les autres bureaux où personne les calcule. Nous persévérons à mettre en lumière le meilleur de notre industrie. Comme je vous le disais, on est présent dans des industries existantes depuis toujours, l'aménagement de bureaux, les textiles, l'événementiel, etc. Comment on peut faire mieux? Comment on fait mieux dans l'expérience, dans le côté sustainable, responsable? Comment on arrive à être meilleur dans la qualité, etc. Donc ça c'est une de nos manières d'être lumineuse. Et la dernière, nous aspirons à égayer chaque rencontre. Donc voilà, ça revient au fait de on est lumineux, nous on le voit tout de suite à un candidat, et ça peut être un facteur de no-go en fait. Si quelqu'un ne fit pas dans ses valeurs, même si c'est la meilleure personne en compétences, on va hésiter. Donc nous, c'est vraiment presque une grille de notation, quoi. À prendre toujours, bien évidemment, avec de la hauteur, puisque il peut y avoir des exceptions et il faut pas rester ancré dans le marbre. Mais nous drive. Donc il y a We are simple, We are intense, We are fierce, game on, et tout ça nous drive. Et dès qu'on fait quelque chose, on doit être dedans, toujours. Et le jour où on n'est plus dedans, c'est soit qu'on a fait une erreur, soit c'est que ce système ne fonctionne plus. Donc on le fait évoluer. Nous on l'a déjà fait évoluer 2 fois. Là aujourd'hui, pour l'instant, il nous correspond bien. Ensuite, l'identité, on revient un peu plus en détail. On l'a dit, c'est la personnalité. J'ai un schéma, hop. Du coup, si vous imaginez un iceberg et que c'est votre culture ou c'est votre entreprise, tout ce qui est en dessous, donc immergé sous l'eau qu'on ne voit pas, le plus profond c'est la raison d'être. Ensuite le système de valeurs, et en fait l'iceberg, l'identité, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est ce qu'on voit, c'est la partie tangible de la culture. Donc on fait référence souvent à la marque employeur égale culture, mais c'est l'inverse. Et l'identité, en fait la marque employeur peut être un peu le pilier d'identité. Votre belle page sur Welcome to the Jungle ou sur vos réseaux sociaux, comment vous communiquez sur vous, vos beaux produits Kimono, tout ce qui symbolise encore une fois l'identité. Et donc c'est la partie visible. Elle est très importante puisque c'est celle que les gens vont retenir, mais s'il n'y a rien derrière et que c'est pas fondé, derrière ça marche pas, et c'est ce qui fait la culture elle est toxique, en fait c'est du bullshit, ça va pas. C'est tous ces effets là qui font qu'en fait tout ça marche ensemble. Ces 4 piliers ils fonctionnent ensemble. Et du coup rituel, qui est le dernier pilier, donc c'est des moments qui rythment la vie d'une équipe. On appelle en fait le rituel, là où c'est important et là où je peux insister, c'est qu'il ne faut pas tout ritualiser, il faut garder cette spontanéité quotidienne et improviser, c'est important aussi pour le côté authentique d'une culture de boîte, mais les rituels permettent de cadrer un peu la structure de votre culture. On dit qu'un rituel est un rituel quand c'est récurrent. Donc est-ce qu'il revient plusieurs fois, que ce soit une fois par an ou une fois par semaine? Est-ce qu'il est standardisé? Voilà comment ce rituel est fait. Exemple, voilà comment on recrute. Notre onboarding de nos nouveaux collaborateurs se fait de cette manière, donc il est standardisé. Et est-ce qu'il est partagé? Donc est-ce que tout le monde est au courant? C'est pas votre secret à vous, toute la boîte doit être au courant. Ces rituels, c'est ce qui va rythmer le quotidien, et je peux vous donner pas un petit conseil, mais une petite manière de les piloter. Nous, on a créé ce qu'on appelle le culture plan.
Donc vous connaissez tous le business plan qu'on fait tous, ou j'espère. Et nous, on a fait le culture plan, pareil, sur Excel. Et en fait, on a fait une frise chronologique de janvier à décembre, donc notre culture plan de l'année. Et on a tout indiqué, individuellement, par équipe et collectivement, puisqu'il y a des rituels individuels, il y a des rituels collectifs, etc. Et on a tout timé pour se dire... ok, donc là, tous les 3 mois, il y a ce rituel, on le sait. Une fois par an, il y a peut-être notre anniversaire ou le séminaire, etc. Il y a le one-to-one avec les équipes, avec les managers. En fonction de certaines dates. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il y a peut-être ce moment d'équipe important. En fait, ça te permet en 1 heure de ton temps, valider et se dire... Voilà tous mes rituels. Parce qu'en fait, vous en avez tous. Juste qu'il faut se poser dessus et se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un nouvel arrivant? Qu'est-ce qu'on fait quand on valide, on gagne un deal? Parce que des rituels, on a tendance, et la photo ne joue pas en sa faveur, c'est qu'on a tendance à croire que c'est que des moments fun. C'est que, l'apéro, on fait un apéro tous les mercredis. C'en est un, c'est un rituel, mais ce n'est pas que ça. Il y a des rituels de management. Est-ce que tous les lundis matins, il y a une réunion d'équipe importante avec une heure précise, avec un format précis? C'est un rituel. Est-ce qu'il y a du reporting par mail, peu importe? Est-ce que donc de management? Est-ce qu'il y a des rituels de structure, d'organisation, comment vous êtes organisé dans la boîte? C'est des rituels. Il y a des rituels de célébration. Est-ce que quand vous signez un deal, il se passe quelque chose? Est-ce que quand vous accueillez quelqu'un, ça dépend des business, mais vous accueillez quelqu'un, vous êtes en rendez-vous, est-ce qu'il y a un rituel? Voilà. Donc en fait, quand vous posez, on en a tous, mais il faut le formaliser, il faut l'écrire. C'est comme ça que vous allez voir l'impact de vos rituels. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce qu'on peut faire d'autres? Et comment on le fait évoluer? Voilà pour les rituels. Mais donc il y a des rituels internes, donc on l'a dit, comme ça vous on répète. Management qui vous permettent d'informer, analyser, etc. Il y a des rituels d'expérience talent, donc on l'a dit, onboarding, loveboarding, très important, la vie d'équipe, etc. L'engagement, les célébrations, petites victoires ou grandes victoires. Et si on s'arrête sur les célébrations, ça peut être des victoires individuelles, ça peut être des victoires collectives. Et donc vous vous rendez compte, en fait, vous allez vite en avoir 30, 40, 50, timé dans le temps et ultra clair. Et déjà, rien que ça, vous faites vivre votre culture. Ensuite, on l'a dit, la culture n'est pas que interne ni externe. Elle n'est pas que interne, pardon, elle est aussi externe. Et votre expérience client, votre customer journey, quand je sais pas, quand vous avez un lead, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a un call, un rendez-vous? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que quand vous closez un deal, qu'est-ce qui se passe? Et l'expérience client fait partie d'un rituel externe. Comment vous communiquez avec vos fournisseurs? Est-ce qu'il y a pareil des rituels mis en place? Si vous avez des investisseurs, est-ce qu'il y a des rituels? Vous faites des reporting tous les mois, des présentations, des talks, etc. etc., etc. Et vos partenaires en tout genre. Donc plus vous allez être rigoureux là-dessus, plus vous allez dynamiser les rituels, plus vous allez faire la différence vis-à-vis de tous vos concurrents ou beaucoup d'acteurs sur le marché. Donc on l'a dit tout à l'heure, mais je le redis, la culture n'est pas la marque employeur. C'est faux, on le voit partout sur LinkedIn. Et beaucoup de boîtes se disent « Oh, vite, urgence, tout le monde se barre, il faut travailler notre marque employeur ». Ça, c'est grosse erreur, puisque si on travaille que la marque employeur, vous l'avez vu, c'est la partie visible. Donc imaginez une belle façade qui donne envie, on entre et derrière c'est le chaos. Et c'est ce qui fait repartir vite les autres, ce qui fait que c'est toxique et on s'en sort pas. Donc la marque employeur est importante parce qu'il faut être visible, mais c'est intégré dans la culture et intégré dans le pilier identité. Ça c'est vraiment important puisque on le voit post-Covid, toutes les entreprises qui ont soit vécu une crise dans la boîte, peu importe, financière, humaine, etc. Et leur priorité des RH, c'est se dire il faut travailler notre marque employeur. Mais non, il faut retravailler notre culture. Et aussi, n'ayez pas peur. Je sais que ça peut faire peur de dire « Oh là, la culture, c'est un gros sujet, il y a 4 piliers, etc. » Mais ce que je dis toujours, c'est les petites pierres qui font les grandes montagnes. Et rien que déjà d'être dans l'action, déjà d'avoir écrit sur un papier votre raison d'être, d'avoir identifié des valeurs, quelques rituels, matérialisé votre identité, déjà, vous êtes déjà dans l'action. Donc votre culture, elle ne sera jamais parfaite à 100%. Donc déjà, de faire et de proposer des initiatives, c'est ce qui va vous permettre d'être un peu plus fort tous les jours et de monter dans cette jauge de pourcentage de 0 à 100%, comment ma culture est impactante. Et c'est ça le nerf de la guerre, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui le décalent, parce qu'en plus on ne voit pas l'impact business direct. Mais je peux vous assurer que c'est prouvé, la culture d'une boîte forte permet d'être beaucoup plus intense sur son marché, plus en croissance, plus rentable, et ça joue sur ses chiffres
directement. Donc voilà, petit aparté, mais culture entreprise vs marque employeur, qu'est-ce que c'est? Comment on la mesure? Parce que la culture, on peut l'installer à un instant T, elle bouge, c'est une vision des choses qui bouge, puisque surtout ce qui est très important, c'est que c'est pas vous qui décidez votre culture, ça doit être co-créé, co-construit, même si vous pouvez insuffler des idées. Et donc du coup, chaque nouveau individu qui arrive va impacter la culture d'une manière bonne ou mauvaise. Si vous imaginez un énorme tableau avec une peinture, au début il n'y a que vous, donc peut-être elle est jaune, et vous allez accueillir quelqu'un qui va mettre du orange, d'autres du rouge, etc. Et donc le but d'une culture forte, c'est que ce soit ultra harmonisé, mais s'il y a des taches de couleurs différentes, c'est qu'il y a un mismatch de culture. Donc souvent, l'erreur, c'est que ça a été top-down. On a pensé notre culture que pour nous, et les équipes, on s'en fout. Et on pense que c'est pas grave. Mais en vrai, c'est plus vous impliquez vos équipes, plus ce seront vos premiers ambassadeurs, et plus ils seront fiers, épanouis, efficaces, donc apportera à la boîte. La notion de finance et de culture, elle est indirecte ou lointaine, mais elle y vient à un moment, et c'est évident. Donc, quand on a créé sa culture, comment on la mesure? Il y a différents points. Déjà, on peut... En premier, je peux vous parler de questionnaire. Le point 6, il n'y a pas d'ordre, c'est 6 points en particulier. Le premier, c'est déjà d'où on part. Faites un petit questionnaire en interne, une petite enquête. C'est des questions simples. Est-ce que vous connaissez la raison d'être de la boîte? Ou pour toi, c'est quoi les valeurs de la boîte? Des petites questions faciles. Si vous voulez pas trop de blocs où on peut écrire un peu ce qu'on veut, vous pouvez mettre des notations entre 0 à 5. Est-ce que tu penses qu'on a une culture forte? Ok, si vous avez que des 1, là vous pouvez vous inquiéter. Ça vous permet de savoir d'où on part, parce que comment mesurer sa culture, il faut déjà savoir d'où on part. Ensuite, le recrutement, c'est clé, on le sait, c'est un gros sujet aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises galèrent et surtout arrivent à pas trouver le match. Le culture fit, plus vous avez une culture forte, plus vous allez pouvoir tout de suite analyser dès le recrutement en fonction de vos étapes si cette personne fit. Et je peux vous garantir que déjà, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc ne faites pas cette erreur de « ouais, mais il peut changer, ça n'arrivera pas ». Et s'il y a un problème de culture, mais que la personne est excellente, pareil, ça ne marchera pas en fonction de votre ambition. Et j'ai fait l'erreur plusieurs fois. Aujourd'hui, on a un vrai process qui protège tout ça, mais culture first. S'il n'y a pas ce culture fit dès le recrutement, derrière, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez prôner, ne fonctionnera pas et du coup on retombe dans l'effet culture 1%. Donc recrutement, on va chercher le culture fit. L'onboarding aussi clé, on accueille des nouveaux, il faut leur faire un onboarding parfait, leur transmettre un maximum de choses, prendre soin d'eux, faire son rapport d'étonnement, peut-être au bout d'un mois, avoir un programme et vraiment passer du temps. Ça paraît c'est clé. Si c'est bien réussi, ça fait tout l'engagement du collaborateur derrière. Le culture plan et les rituels, on en a parlé, ça permet de voir visuellement comment on mesure sa culture. Est-ce que j'en ai que 2? Ou alors c'est bizarre, si j'en ai 50, j'en ai peut-être trop. Et est-ce qu'ils sont tous impactants? Analyser, transformer, ça c'est évident. Rédaction de son culture book. En fait, le culture book, qu'est-ce que c'est? C'est le livre qui réunit vos 4 piliers. Et des annexes, l'histoire de l'entreprise, la vision, des photos, etc. Il est personnalisé. Vous pouvez trouver plein de templates sur Internet. Il y a plein de boîtes qui mettent publiquement leur culture book. Mais en gros, quand vous avez écrit vos 4 piliers, vous avez un culture book. Et donc ça, vous pouvez le servir en communication, dès l'onboarding. Ça vous permet de savoir où vous en êtes à ce moment-là. Et l'offboarding aussi, pareil, on l'oublie souvent. Quelqu'un qui est passé par chez vous sera un ambassadeur bon ou mauvais en fonction de son expérience. Et on sait qu'aujourd'hui, la notoriété d'une marque se fait beaucoup par la micro-influence, à savoir tout le monde ici. Nous, c'est plus les spots publicitaires qui vont nous influencer, c'est la recommandation. Et donc du coup, un offboarding, même si c'est vous qui vous voulez séparer de ce collaborateur, vous pouvez bien le faire. Et il faut qu'il garde une bonne image. D'une manière ou d'une autre, il faut que ce soit bien fait, avec des valeurs fortes, des codes, on va dire, déontologiques. Mais l'offboarding peut vous rapporter, un bon offboarding peut vous rapporter des prochains clients, une notoriété supplémentaire et c'est ultra important. Donc ça, à ne pas négliger, parce qu'on parle tout le temps de recrutement et de onboarding, mais tout le monde ne va pas rester toute sa vie dans votre boîte, et il faut être OK avec. Et du coup, comment on fait en sorte que même après, ce soit encore un ambassadeur? Et c'est là où vous avez réussi. C'est que du coup, vous avez une culture forte. L'impact de la culture, à quoi ça sert? Donc on a un peu vu rapidement comment la créer, comment faire une culture forte. C'est quoi l'impact? Elle est partout, sur vos talents,
sur vos humains, il y aura de l'impact direct, l'impact sur ce fameux sentiment d'appartenance que vous allez créer, qui va tout changer au quotidien et qui va driver un épanouissement total, vraiment. Ça a un impact sur la performance. On parlait de culture to cash. Performance, pourquoi ? Parce que culture forte, moins de turnover. On sait que recruter, ça coûte de l'argent, former aussi, donc moins de turnover. Un ROI sur la fidélité de vos clients, puisque votre culture a un impact sur vos clientèles. Donc ROI sur le chiffre, sur la croissance. Ça vous permet d'affronter les défis, les challenges, les crises. On l'a vécu. Je ne sais pas si vous aviez déjà votre boîte pendant le Covid, mais quand tu n'as plus de clients, en tout cas tu n'as plus de demandes clients, tu n'as plus de business, il n'y a plus rien. Le seul truc qui te reste, c'est ta culture. Donc est-ce que tout le monde est aligné pour aller battre ce challenge ou alors en fait tout le monde se barre? Et là c'est un vrai indicateur et donc une culture forte vous permet d'affronter tous les défis. Là on parle de crise financière, on ne parle pas, c'est une vraie crise financière en ce moment. Comment votre entreprise fait face à tout ça? Et votre culture a de l'impact là-dessus directement. Et enfin, aussi et surtout, une forte culture, visibilité. Visibilité égale plus de clients, de l'attractivité de talent, on l'a vu, ça attire des talents, ça retient vos talents. Donc quand même impact assez conséquente pour comprendre que c'est une priorité et qu'il faut le bosser. Je crois que c'est tout. Ça, c'est juste pour la petite pub Kimono. On bosse aujourd'hui avec plus de 10 000 clients B2B, autant des startups que des grands groupes, etc. Donc, on bosse sur pas mal de sujets. Une photo d'équipe, de la team. Et merci à tous. Merci pour le talk. C'est quoi ton rituel préféré chez Kimono? Très très bonne question. J'en ai deux. Le premier, c'est et ça on l'a instauré dès le début. Et en fait, pourquoi c'est un de mes préférés, c'est parce que c'est pas que il est très dur pour moi. Il a été très dur de le mettre en place. Donc moi, je suis un grand dormeur et c'est difficile de me lever le matin. Et tous les lundis à 9h pile, pas à 9h01, 9h pile, je fais une réunion devant toute l'équipe. Depuis toujours. Même quand on était 3, 4, etc. Et ce qui est dur, c'est que déjà, il faut le tenir. Ce que j'ai voulu partager avec ce rituel, c'était déjà, c'est important. Le lundi, c'est dur pour tout le monde. Donc, comment tu montes ton ambition, tu kick-off la semaine, et non, on ne vient pas à 9h15, 9h30 comme les autres matins. C'est on arrive tous ensemble, on est une équipe. Et en général, il y a plusieurs interlocuteurs, mais principalement, c'est moi. Donc, je fais le bilan de la semaine dernière. Je fais le bilan de la semaine qui arrive. Ça me permet de placer des messages inspirants, parler de la culture, mettre en avant des personnes. Et au moins, on est tous up-to-date toutes les semaines. Et on va dire, je suis assez gentil dans mon management. Mais si tu arrives à 9h01, ça me fait vraiment pas rire et tu te prends un truc pas sympa. Parce que et ça, on le dit dès le début. Tu vois, dès le recrutement, je dis, il y a une règle, tu arrives à 9h. Tu peux avoir un problème de grève, de transport, une fois. Les autres fois, tu anticipes, tu sais, tu préviens, etc. Mais en fait, c'est un mindset. Et tu vois, il y a 2 ans, il y a un groupe d'employés qui m'ont dit, ouais, franchement, pourquoi on peut venir à 9h10, ça ne changera rien, etc. Et ces personnes-là, elles sont plus là aujourd'hui. Pas parce qu'elles ne sont pas venues au Mondego, mais parce qu'en fait, elles n'avaient pas compris. En fait. Je dis, je fais pas ça juste pour plaisir. C'est le message que ça fait passer, juste de se dire, le matin le plus dur, on y va tous ensemble, on se fait une violence. Moi, le premier, à me lever tôt, à essayer d'arriver en avance toujours, et d'être à l'heure, et de se dire, on commence à l'heure, on y va, et on est tous ensemble. Donc c'est un peu le message. Donc ça, c'est ce premier rituel que j'aime bien. Donc je te dis, il est difficile parce que même encore aujourd'hui, je me dis, peut-être qu'on pourrait l'arrêter, c'est bon, tout le monde a compris. Et je me dis, non, il faut pas du tout. Et le deuxième, qui est assez marrant, nous on est quand même une boîte de sales à la base, donc on a beaucoup de commerciaux, donc on a beaucoup de rituels liés au commercial. Et donc nous, le rituel de célébration, dès qu'on signe un deal, on va gonger. Et donc ça, c'est toute la journée, ça sonne. Mais le rituel, c'est quand on signe quand on bat un record mensuel de chiffre d'affaires, on achète un gong plus gros. Donc on achète plus gros, donc on en a plein partout. Et quand on bat ce record, il y a un moment de célébration où en fait on fait le gong humain. Et donc du coup on envoie quelqu'un à la place du bâtonnet dans le gong. Donc on lui met un casque, bien sûr. Et du coup c'est un peu pour célébrer l'arrivée du nouveau gong et de se dire, on célèbre un truc. Donc c'est assez marrant. Et le rituel, c'est donc gong humain, piñata et champagne. Voilà, donc il y a ces trois verbes qui sont là. Et donc ça, j'adore parce qu'on le fait en général au milieu de la journée, imprévu. Et donc tout le monde fait une pause de 10 minutes. Champagne, peu importe l'heure, on l'a déjà fait le matin ou autre. Et des bonbons dans la piñata, voilà, c'est sympa. Mais voilà, c'est le petit rituel que j'aime bien. Merci beaucoup pour ton intervention. Je voulais savoir, parce qu'au début d'une boîte, tu n'as jamais une culture qui est très établie, ça s'affine avec le temps. Comment est-ce que tu fais? Quels sont tes recos, toi, pour embarquer toute l'équipe là-dedans? Et qu'est-ce que tu fais si
quelqu'un n'embrasse pas la culture qui s'installe? Bah, c'est vrai que, comme tu l'as dit, elle se construit au fil du temps. Plus tôt tu y arrives, on va dire mieux c'est. Moi, je pense, en étant honnête, ça a bien mis 1 an avant d'avoir quelque chose, de même comprendre les valeurs. Je pense une bonne année. Et du coup, comment tu fais pour embarquer Alors là, ce qui est assez bien fait, c'est que les débuts, il y a quand même une émulsion, il y a quelque chose, donc il y a une excitation naturelle qui va donner de la force au projet. Et si je le referai, si je lance une autre boîte demain, je pense que dès le début, je poserai des bases que je compléterai avec les individus qui sont là. Et qu'est-ce que tu fais si quelqu'un n'est pas dans le moule? C'est les vraies questions. La première, je pense, qui me vient à l'esprit, c'est de te dire est-ce que en fait c'est moi, parce que je suis au début de mon projet qui est dans ma bulle et en fait ça va pas. En fait, c'est lui le problème. Et ça ne veut pas dire que c'est fini, il faut être transparent, discuter, et peut-être qu'il a une autre vision des choses qui pourra, toi en tant que fondateur, t'inspirer et te dire ah, c'est vrai qu'on fait les choses bien, qu'on fait des choses on peut progresser. Et au bout de la 2e année, moi j'ai 2 personnes assez proches de la boîte, on va dire dans le management qui est très proche, qui sont venus, m'ont dit est-ce qu'on peut te faire un feedback d'1 heure sur ce qu'on pense, parce qu'au début tu as envie de tout contrôler, tout maîtriser, et donc faire comme toi tu penses. Et ils m'ont donné des vrais feedbacks. Je dis ah ouais, ok, d'accord. Et donc du coup ça a permis d'insuffler peut-être des nouveaux rituels, de changer des choses. Et du coup le fait de co-créer, donc dès le début de ton projet, si tu es dans cette initiative de co-création, ça va embarquer tout le monde. Et dans ce cas-là, tu arriveras à motiver. Donc pour le coup, s'il ne rentre pas là-dedans, c'est que c'est pas la bonne personne. Et c'est pas grave. C'est ça qu'il faut. Il faut savoir l'expliquer. Donc plus vite tu éduques sur ce sujet dès le début, même si vous avez 2 personnes, plus vite c'est un sujet qui sera important pour les équipes, quoi. Donc, mais bon, c'est une question difficile dans le sens où les débuts sont les débuts, et le fait de tout cadrer au début, c'est aussi pas bien, parce qu'il faut laisser cette improvisation et le fait de réagir face aux événements. Donc je te dis, moi ça a pris 1 an, mais maintenant que je le sais, maintenant que j'ai la méthode, il y a des trucs que je ferai dès le début, et par contre je détruirai, je reconstruirai, pour vraiment avoir un truc un peu mature et stable. Merci pour ta présentation déjà. Avec plaisir. Je vais avoir 2 questions. La première, c'est dans le cas d'une fusion, est-ce qu'une culture l'emporte sur l'autre, ou est-ce que 2 cultures peuvent converger vers une culture commune? Et la deuxième, un peu plus philosophique, est-ce qu'une culture toxique dans une boîte peut être une culture d'entreprise? Très bonne question sur la première, et elle est vraiment importante. Nous, on a des clients qui nous appellent pour ça. La fusion de 2 cultures, c'est un énorme sujet, et c'est souvent un sujet d'échec, parce que ça a été, entre guillemets, pas fait dans les règles, ou c'est difficile d'absorber. Je pense pas que c'est une culture... je t'avoue que je sais pas si c'est une culture qui doit imposer sa culture et dire, bon, vous arrivez, ou alors nous, on arrive et on impose notre culture, ou... c'est on a ça, venez, on crée une culture commune. Donc on prend un peu des bases de tout le monde, on essaye d'aligner et de co-créer. En fait, au même niveau que tu crées avec tes équipes, là tu crées avec 2 boîtes, 2 cultures qui vont être soit sous la même marque et autres. Et donc de reprendre une sorte d'insuffler une nouvelle dynamique. Je pense que c'est ça la clé, c'est de recréer une culture, puisque si t'imposes, forcément ça se passe pas très bien. Et ça s'est vu dans pas mal de cas. Donc c'est un vrai sujet, et je pense que le jour où on arrive à le craquer, je pense qu'on aura beaucoup de clients, parce que c'est un marché de dingue. On a des boîtes qui sont 1000, qui justement font de la croissance externe, et donc du coup achètent des boîtes où ils sont 100, 200, et ils nous disent là franchement faut que vous nous aider, parce qu'il faut que ça se passe bien. Et en général ils font un rebranding complet qui aide à insuffler tout ça, mais c'est un vrai travail. Mais c'est possible. En tout cas, ma croyance, c'est qu'il n'y a pas une culture qui l'emporte sur l'autre. Je pense qu'il faut co-créer une nouvelle culture qui t'apprend une en majorité, tu vois, mais le fait de le construire ensemble, c'est mieux. Et une culture toxique est une culture. Comme tout le monde a une culture, si tu as une culture toxique, on va dire que c'est le côté 1% sur la jauge. Et donc du coup, la culture du tout le monde bosse, personne rigole, personne se dit bonjour, le patron il est comme ça, etc. C'est une culture. Et c'est la culture. Et il y en a où ils se sentent bien là-dedans. Et c'est leur choix. Mais une culture toxique est une culture. Mais on va dire que c'est sur la jauge la culture la moins forte, quoi. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture.
Question sur comment vous arrivez à mesurer l'impact d'un projet. Donc, par exemple, est-ce que vous regardez la rétention des talents ou l'engagement? Quelles sont les métriques? Du coup, ce sera que sur la partie mission de conseil, parce que sur la partie vêtements, sur la partie bureau, sur la partie événementielle, on mesure, mais pas aussi poussé. Pour le coup, sur la partie conseil, donc vraiment accompagnement de construction ou de transformation d'une culture, on le fait. Les métriques qu'on regarde, tu l'as dit, c'est le turnover. Mais pour ça en fait, ce que je dis toujours, on ne change pas une boîte en 4 mois, parce que c'est des missions de 2 à 4 mois. On donne le ton et après, il faut assurer. Donc en général, on fait tous les 6 mois un petit point d'étape, parce qu'on a des questionnaires, on a plein de choses qui nous permettent de mesurer, et il y a des stats précis sur le recrutement, impact sur la croissance aussi, fidélisation des... donc là on a parlé des talents, mais des clients, est-ce qu'il y a moins de churn, est-ce qu'il y a moins de... Il y a plus d'acquisitions non expliquées, donc pas juste parce qu'on a fait plus d'ads. Donc la croissance client, chiffres, etc. Les talents en interne surtout, où on fait beaucoup d'enquêtes et de questionnaires sur les 4 piliers. Et on essaye on arrive à scorer à un instant T au début, on fait la mission, il y a un score, et on essaye de voir tous les 6 mois si est-ce que ce score évolue, stagne, a régressé, et ça nous permet de dire comment on est passé de 4 à 2 par exemple, il s'est passé un événement précis, est-ce qu'il y a eu un chamboulement, donc voilà, donc tout ça nous aide à le mesurer. C'est pas une science mathématique, même si demain on espère justement avoir un dashboard avec plein de métriques, et le rêve c'est que tu puisses piloter de manière très visuelle ta culture. Ça, c'est une de nos idées produits qu'on veut développer. Mais aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a et on essaye d'y arriver du mieux possible. Mais c'est un vrai challenge. Mais rien que le turnover et la croissance te donnent beaucoup d'éléments déjà. Merci Olivier déjà pour la présentation. J'avais une question, on voit beaucoup qu'il y a des entreprises qui ont tellement développé leur culture d'entreprise que limite on se dirait putain c'est presque sectaire tellement leur but c'est de faire rester l'employé tout le temps. Est-ce que toi tu t'es déjà posé la question jusqu'où je vais et à quel moment il faut respecter aussi le côté après le travail il y a une vie et du coup on va arrêter là. Ouais, tu vois ce type de culture ça rentre dans les cultures toxiques pour moi. De pas prendre en considération l'équilibre de tes équipes perso pro. De base je pense que juste sans parler de culture en tant que dirigeant, ton but c'est de prendre soin de tes équipes. Donc déjà de ne pas comprendre le principe de vie perso, vie pro, c'est de base un problème. Donc les boîtes qui poussent un peu ça, pour moi, c'est culture toxique, 1% sur la jauge. Maintenant, ce que tu disais sur le fait sur la toxicité de ce sujet, est-ce que tu te poses des questions sur les limites? Oui, forcément. Quand tu vois des cultures où tu te dis c'est une secte, il y a 2 possibilités. Donc c'est soit elle est toxique, elle est inutile, mauvaise, soit elle est très très forte. Et elle est clivante au point de dire que c'est une secte. Si les 100% des équipes sont ultra à l'aise avec ça, c'est une culture très forte et c'est génial. Mais toi, de ton avis extérieur, c'est une secte, comme tu le vis déjà. On a parlé de tout type de culture. Il y a peut-être des communautés où tu te dis non mais what the fuck. Si eux, ils sont très à l'aise avec ça, c'est qu'elle est forte. Donc la notion de secte, c'est soit c'est fort, soit c'est très toxique. Donc ça c'est premier point. Le deuxième que je voulais te dire, oui, c'est sur les limites. Je pense que oui, tu te les poses. Je pense qu'il faut savoir s'adapter avec qui sont tes équipes. Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est un melting pot de plein de personnes? Est-ce que vous êtes en remote? Est-ce qu'il y a des différents lieux? Et oui, tu te la poses. Mais je pense que si justement tu restes fidèle à tes valeurs et que c'est dedans, tu essaies de trouver ton bon équilibre. En fait, dis-toi que c'est un équilibre permanent. Tu tentes des initiatives. Et si c'est perçu de manière un peu lointaine ou mal perçu, c'est que tu es peut-être allé trop loin dans ce que tu leur demandes. Mais il faut trouver le juste milieu. Et c'est là où tes 4 piliers en fait t'aident à avoir un truc stable, équilibré, tout en prenant soin des équipes. Donc le but en tant que dirigeant, ce que je te dis, c'est de te remettre en question toujours. Est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je suis pas dans le bon? Et ça t'aide à t'aiguiller et d'y arriver, quoi. Mais pareil, c'est une remise en question qu'il faut avoir tout le temps. Nous, tu vois, on a donc 6 ans, on est dans la 6e année. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une culture très forte. Ça, je le sais parce que on est notre premier client et les résultats des équipes le montrent humainement et à tout niveau. Et parfois, c'est eux où je me dis, ils sont presque trop dans la culture. Et moi, je me dis, mais attends, est-ce que c'était ça le but initial? Et donc, du coup, tu refais passer des messages pour rééquilibrer, quoi. Moi, tu vois, en tout cas, moi, personnellement, je veux pas du tout que ce soit une secte. Je leur ai dit, allez vivre votre vie, kiffez votre life, construisez votre vie personnellement, et moi, je vous soutiens dans vos projets, quoi. Donc, parce que à un moment, tu
tu te crames, quoi. T'as déjà eu du coup cette sensation de fuite en avant en mode le mec il se prend il fait le gong humain, tu te dis what the fuck, qu'est-ce qu'on vient de faire ou quoi? Non, non, parce que ça c'est trop drôle et on le fait, c'est rare, tu vois. Il y a pas de commotion ou quoi ça? Non, mais en vrai, c'est une bonne question parce que c'est une question d'équilibre. Et si c'était tous les jours, tu te dis ouais bon franchement c'est abusé là, c'est pas le Loup de Wall Street ici. Mais c'est quand même exceptionnel. On essaye de justement, si c'est trop souvent, ça marche plus. C'est de le faire exceptionnel et voilà, on le fait rapidement, on le fait bien, mais on n'est pas trop à fond. Donc c'est à toi de te jauger. Moi, je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs, ils seraient comme des fous, ils disent allez, on veut être comme le Loup de Wall Street à fond. Et c'est leur vision des choses. Mais j'avoue, pour le coup, il n'y a pas trop de trucs qu'on fait trop. On essaye de bien équilibrer. On a plein de rituels et justement, on essaye de changer de type de rituel et on rééquilibre avec s'il y a des rituels trop fun, on essaie d'amener des choses un peu plus concrètes. Là, il y a un nouveau rituel où aujourd'hui, on donne une journée par an par employé pour participer à une asso, parce qu'il y a plein d'employés chez nous qui veulent faire des actions un peu sociales, etc. Sauf que t'as pas envie le soir et le week-end, tu as envie de le faire réellement. Donc on leur donne une journée, tu vois. Donc ça c'est un nouveau rituel, un peu plus impactant, etc. Donc tu jauges la limite du sérieux et non sérieux, et c'est comme ça que tu trouves ton équilibre, quoi. Mais en tout cas, c'est bien de se marrer aussi quand même. On a beaucoup parlé de la culture du point de vue de l'entrepreneur, mais moi je suis dans un cas où je travaille avec des entrepreneurs un peu âgés et ils ne gèrent pas trop la boîte en tant que telle. Donc il y a plein de petits jeunes à des pôles différents qui sont très dans l'opérationnel et du coup c'est un peu notre rôle de créer la culture. Et du coup la question c'est est-ce qu'on peut faire de l'intrapreneuriat en termes de culture? Et autre question qui en découle, c'est par exemple moi en tant que directeur commercial, est-ce que je dois m'occuper que de la culture sales, de l'équipe sales, ou est-ce que je dois aussi participer à la culture globale de l'entreprise? Yes, c'est un très bon point. C'est vrai que tu as raison, je parle beaucoup de la vision entrepreneur-dirigeant, mais la culture, tout le monde peut être responsable. Ça peut être une équipe volontaire, souvent lié au RH si vous avez un service RH. S'il n'y a pas de RH, c'est une équipe volontaire et on le voit souvent justement dans des boîtes un peu anciennes où les fondateurs ou les dirigeants sont vraiment pas du tout bons là-dedans et du coup ils insufflent ça et ils essaient de guider. Donc il n'y a pas de bonnes personnes pour le faire, il faut que ce soit juste des personnes impliquées qui soient bien sûr en discussion avec la direction. Donc tu peux très bien le faire avec un groupe de personnes ou toi tout seul. Nous on dit que c'est des cultures ambassadeurs et c'est avec eux qu'on bosse en général. Donc franchement parfois on a des mecs comme toi qui sont des directeurs commerciaux, ils disent non mais moi je veux faire bouger le truc. Et c'est eux qui après communiquent en interne. Donc n'importe qui peut le faire, une personne ou un groupe. Et est-ce que culture sales ou pas, en premier c'est culture de la boîte. Parce qu'en fait, de là va découler une culture par équipe. C'est bien d'avoir des sous-cultures qui sont liées au tronc commun, parce que tu peux avoir des rituels propres aux sales et qui ne regardent pas les autres, ou alors. Mais typiquement, toutes les valeurs et tous les codes et l'identité doivent être propres à toute la boîte. Donc, si tu veux pas créer des silos et des inégalités dans la boîte, il faut bosser la culture entière. Et dans tous les cas, ça touchera ton équipe. Et derrière, tu pourras créer d'autres choses, d'autres rituels ou autres. Mais donc oui, tu peux le faire et fais-le pour toute la boîte, quoi. Vous êtes combien ? 7, ok. Donc tu peux gérer. Non. C'est ce que je disais, c'est que moi j'ai mis 1 an à vraiment m'y occuper. Avant, je m'en occupais pas trop. Mais ça peut prendre une journée, une semaine. En fait, c'est comme je disais, c'est plein de petites pierres, c'est plein de petites boules, plein de petites tâches qui vont additionner votre culture. En fait, la culture, c'est pas voilà, c'est ce temps de travail. Non, c'est des petites missions, des grandes missions. Tant que tu es dans le mouvement et dans l'action, tu bosses ta culture et donc du coup, tu contribues à faire monter la jauge d'avoir une culture forte. Donc ça peut prendre le temps que tu veux et le temps que tu veux investir. Mais ça peut être rapide, ça peut être très long, ça dépend de vous, quoi. Mais en tout cas, fais l'exercice, drive ça à tes fondateurs et je pense normalement ils devraient bien le prendre et ils seraient même limite contents que quelqu'un s'en occupe, quoi. Ma question rejoint un peu le point d'avant, mais du coup je me demandais quelle était la typologie d'interlocuteurs qui te commandent par exemple des missions, puisque dans les boîtes que tu montres, elles sont quand même plutôt structurées. Ouais. Donc la culture dans les startups, c'est plutôt le fondateur comme tu l'évoquais, mais après
Est-ce Ouais. que dans les plus grosses boîtes, voilà, on voit que c'est l'interlocuteur change pour ce type de projet? Ouais. Alors, petite boîte, fondateur, dirigeant, avec parfois des bras droits ou autres. Moyenne boîte, ça va être chief of staff, donc nouveau métier, mais DRH, toutes les équipes people, RH, etc., qui vont prendre le sujet. Et dans les un peu plus grosses boîtes, on voit un peu de tout. Parfois, c'est les équipes autour de la direction qui ont des postes de transformation, etc. Donc, des postes très ancrés entreprises qui sont en direct avec le CEO ou les dirigeants directs. RH, évidemment, DRH, clairement. Parfois, alors là, on est revenu dans les moyennes boîtes, office manager, pas mal, qui vont driver et être un peu ce culture ambassadeur, parce que faut pas le créer seul, hein, il le crée. Nous, on invite justement à le co-créer avec pas mal de personnes. Donc voilà, donc RH, office manager, toutes les équipes people, les fondateurs, tout ce qui encadre un peu la direction, les bras droits, etc. Grosso modo, c'est à peu près ça. Pas d'équipe marketing là-dessus. Merci pour cette intervention, c'était vraiment cool. Question, c'est parfois long le début d'une boîte pour passer de 0 à 1 employé, de 2 à 5 et de 5 à 10. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, enfin, selon la croissance. Si toi, demain, tu repars de 0, vraiment de 0, quelles sont les premières actions que tu mets en place pendant, on va dire, tout ce temps au niveau de la culture, hein, vraiment pas tout le reste, mais quels sont les oui, je me doute bien, mais vraiment au niveau de la culture, qu'est-ce que tu fais? Parce que voilà, tu as une très belle équipe maintenant, tu as de la matière pour travailler plein de choses et plein de choses très créatives, mais si t'es 3 pélos à te regarder dans le blanc des yeux, t'es un peu plus limité. Donc qu'est-ce que tu ferais sur ces, on va dire, 3 premiers créneaux? Voilà. Ok, merci. Franchement, c'est pas la taille qui compte. On peut travailler et avoir une culture forte, tout type de taille. Donc c'est pour ça que si je recommence à 0, vraiment 0, et qu'on est 3 ou 5 pendant 1 an ou 2 parce que c'est l'activité qui le veut ou parce qu'on a, voilà, comme tu dis, en fonction de la croissance, je pense que je ferai l'exercice le plus complet possible, parce que comme je te disais, que tu sois, en fait c'est beaucoup plus facile en petite équipe justement, d'incentiver tout le monde, de que tout le monde soit aligné, de se parler, de transmettre, etc. Quand tu commences à être 50, 100, 1000, et là c'est là où tu perds des niveaux en fait de communication, d'où l'importance d'avoir tout formalisé, écrit et partagé. Mais au début, je pense que l'erreur ce serait de penser qu'elle est là et que oui, nous notre culture c'est ça. Non, c'est en fait c'est de se dire on va bosser, on va faire comme un grand groupe, et entre guillemets comme un grand groupe, comme une vraie boîte structurée. Donc du coup je vais travailler mes sujets culture en priorité, et autant que le business. Ce que je vous disais, c'est que la culture apporte le business, donc il faut que ce soit une priorité. Et du coup je passerai énormément de temps d'investir sur maintenant que je connais ces piliers, que c'est assez clair pour moi pour le bosser, je prendrai step by step. Je me nourrirai du quotidien et de l'apprentissage, parce que je pense qu'il ne faut pas que ce soit tout de suite parfait. Il faut donner un peu le ton, provoquer des initiatives, quelques rituels, avoir des symboles d'identité. Par exemple, nous, tu vois, sur tous nos posts LinkedIn, ou même nos posts réseaux sociaux, on signe toujours « We are culture designer » en majuscule. Ça, c'est un élément d'identité. C'est tout con, mais on l'a mis tardivement. Et aujourd'hui, on nous dit « Ah ouais, c'est comme ça que je reconnais, c'est comme ça qu'on sait que vous êtes des culture designers ». C'est des petits détails, mais du coup, petit à petit, avec l'apprentissage de ton marché, tu mets en place des initiatives. Donc, je ferai le plus structuré possible dès le début, et même à 3 ou 4, c'est ce qui fera qu'en fait, ce sera très très fort. Et du coup, ça peut-être accélérera votre croissance, qui fait que du coup, tu recruteras plus vite, etc. Si tu as besoin, mais il faut le faire sérieux le plus tôt possible. Juste une question sur le full remote. Ouais. Est-ce que tu as aujourd'hui un retour d'expérience sur l'arrivée du premier employé en full remote et de l'impact finalement sur la culture d'entreprise en termes, je pense forcément rituels, mais pas que? Yes. Tu veux dire le premier, ça veut dire que c'est il n'y a pas une équipe au bureau et c'est le premier qui va être en full remote. C'est de base full remote. Non, pardon, c'est justement, il y a une équipe. Il y a une équipe en place physique. Exactement. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un en full remote. Ok. On l'a vécu. Donc j'ai mon retour d'expérience. On l'a vécu pas vraiment full remote, c'est qu'en fait on a ouvert un pays, et donc du coup il y avait quelqu'un sur place physiquement là-bas, tout seul. Donc en fait c'était du full remote, mais c'était juste un autre bureau, mais il était tout seul.
Et ce qui était très difficile, c'est qu'il y a plein de choses que tu penses qui sont évidentes, qui se disent, mais du coup, lui ou elle ne le voit pas, ne le ressent pas, et du coup, ça crée tout de suite un désengagement ou désalignement. Donc là, la force c'est possible d'avoir une culture en full remote, bien évidemment. Là, la force, c'est de tout documenter. C'est là où on a commencé à vraiment tout écrire, de faire participer, par exemple, à la fin des Mondego les lundis, on a ce qu'on appelle le highlight lowlight, où en fait chacun donne un highlight ou un lowlight de son week-end. On fait un petit tour de table de 3-4 minutes, souvent c'est assez drôle, c'est sympa, et du coup ça met une bonne humeur pour aller après bosser. Et pendant un moment, cette personne, on avait cuté parce qu'on a un bureau à Bordeaux aussi, on avait cuté le hangout et on faisait entre nous. Donc en fait, lui, il n'était jamais intégré, et il nous l'a fait remonter un jour, on dit mais oui, c'est évident, donc maintenant il est intégré. Donc en fait, tous les trucs qui te paraissent évidents, c'est de te dire comment on peut l'intégrer dedans, en écoute, en participation, et documenter, et qu'il y ait des rituels où ils sont intégrés physiquement aussi. Si c'est vraiment pas possible, de créer des rituels full digital, quoi. Et il y en a, tu peux, et d'être en contact et communiquer. Et quelqu'un qui est vraiment à distance, il faut faire un double effort sur la répétition, sur la communication, puisque une personne qui est tout le temps, qui n'est pas dans le bureau, la stat, c'est qu'elle a de base 40% de moins d'engagement. Parce que inconsciemment, le fait de passer la porte, ça te met dedans, ça te conditionne. Et si tu le fais jamais, en fait, c'est juste ton employeur, en fait, et tu perds ça. Et donc du coup, il faut faire un peu plus d'efforts pour compenser, peut-être lui faire livrer des choses, lui amener une expérience. Donc c'est comme ça que tu arrives à du coup l'engager au max, quoi. Les équipes culture, donc ça peut être. Alors chez moi, tu dis. Du coup, nous, on a une chief of staff qui a ce rôle un peu DRH people, et elle a une équipe, elles sont 3, et du coup c'est elle qui s'occupe, parce que c'est les filles, elles s'occupent de tout documenter. Et donc dès qu'on met en place quelque chose, elles écrivent, elles documentent, elles update, elles transmettent par mail, Slack, WhatsApp, peu importe, c'est elles qui sont en charge d'animer. Et ça, c'est hyper important qu'il y ait 1 ou 2 personnes où son rôle, c'est d'animer. Et en général, c'est encore mieux quand c'est pas le fondateur ou autre, parce que ça donne un peu plus de légitimité à quelqu'un. Ça montre que la vie, c'est pas juste les boss qui disent faut faire comme ça, et ça insuffle quelque chose. Donc, c'est les équipes dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Et merci à tous. Un maximum d'applaudissements pour Olivier Ramel, s'il vous plaît.